Et salut YouTube, et aujourd'hui on va parler de la chose la plus incompréhensible de l'univers, les trous noirs. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un trou noir c'est une étoile qui s'effondre sur elle-même, en un point infiniment petit dans l'espace-temps. Alors comment une étoile s'effondre? C'est très simple. En fait ce qui se passe c'est qu'à l'intérieur de l'étoile, dans son cœur thermonucléaire, il y a des réactions de fusion nucléaire. Alors pour ceux qui ne savent pas, allez voir ma vidéo qui s'affiche ici, elle explique en fait comment se passe une fusion nucléaire. C'est sur les bombes atomiques, c'est très intéressant. Et donc ces fusions nucléaires vont créer des plus gros atomes. Donc une étoile commence par de l'hydrogène, ensuite de l'hélium, et ainsi de suite jusqu'au fer. Quand les atomes fusionnent en fer, l'énergie qu'on donne à ces atomes pour qu'ils fusionnent sont beaucoup plus importants que ce que la fusion nucléaire nous donne. Et donc l'étoile va forcément avoir moins d'énergie que ce qu'elle donne pour la fusion nucléaire. Donc la gravité de l'étoile est plus forte que la pression exercée par le cœur thermonucléaire. Ce qui veut dire que l'étoile va s'effondrer sur elle-même par sa propre gravité. Alors bien sûr, avant, il y a une phase d'expansion d'étoiles immense, comme par exemple notre Soleil. Dans 3 milliards d'années, il va s'expandre jusqu'à une taille de 5 ou 20 fois la taille de ce qu'il a aujourd'hui. Et en fait, ça va créer une étoile immense, rouge, qui aura totalement épuisé ses réserves et qui va ensuite s'effondrer sur elle-même. Bien sûr, toutes les étoiles ne s'effondrent pas en un trou noir. Il y a plusieurs conséquences d'effondrement d'étoiles. Tout d'abord, il y a les étoiles qui font entre 0 et 2 masses stellaires, je crois, qui, quand elles s'effondrent, créent une naine blanche. Alors une naine blanche, c'est un petit soleil, mais vraiment petit, qui est assez blanc, c'est pour ça qu'on dit naine blanche, et qui va briller beaucoup plus longtemps qu'un soleil normal. Et ensuite, après la fin de sa vie, ça va devenir une naine noire. Donc c'est une sorte de boule de fer, parce qu'il ne reste que le cœur du soleil, et cette boule de fer va être le centre d'une nébuleuse. Parce que bien sûr, cette étoile va s'effondrer sur elle-même et envoyer, éparpiller sa matière. Et sa matière va créer une nébuleuse. Ensuite, on a les plus grosses étoiles, entre 2 et 3,3 masses stellaires. Alors, une étoile qui possède cette masse stellaire va s'effondrer en une étoile à neutrons. Alors une étoile à neutrons, c'est vraiment une petite boule qui a toute la gravité de l'étoile originelle, mais seulement dans ce petit point-là. Donc c'est vraiment impressionnant. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est comme si on prenait une cuillère à soupe d'eau et qu'elle faisait la moitié du poids de l'Everest. Et enfin, après avoir dépassé le stade des 3,3 masses stellaires, d'après les théories de Schwarzschild et d'autres physiciens, le Soleil s'effondre en un trou noir. Alors le trou noir, c'est le truc ultime des soleils. D'abord, ça va exploser en supernova. Théoriquement, ça va faire une assez belle nébuleuse. Et il y aura un point au milieu, et ça sera un trou noir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un trou noir, en fait, d'après les théories, parce que c'est bien sûr théorique, est une singularité. C'est comme si on prenait le Soleil et qu'on l'insérait dans un atome. Et ben voilà, le Soleil fait la taille d'un atome. Sauf que la gravité à ce point est tellement forte que ça va créer un trou noir. L'espace-temps va être distendu infiniment. C'est comme s'il y avait un trou avec une profondeur infinie. Un truc tellement profond que si on va dedans, le temps va ralentir, parce que c'est la loi de la relativité générale qui dit que quand la gravité déforme l'espace-temps, quand le référentiel est dans cet espace-temps déformé, le temps ralentit par rapport à un autre référentiel en dehors de cet espace-temps déformé. Donc ça veut dire que on prend par exemple un astronaute, on va l'envoyer dans le trou noir, et par rapport à dehors, lui, ça va être des secondes normales, mais en fait, il va voir l'univers bouger. Quand je dis l'univers bouger, c'est qu'aujourd'hui on voit l'univers, mais c'est tellement grand que les galaxies, tout ça, on voit pas vraiment de grandes différences à l'œil nu. Alors que là, en fait, la gravité est tellement forte que le temps va s'allonger, 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 s'allonger. Et donc en fait, une seconde va être peut-être quelques milliards d'années dans le temps normal. L'astronaute qui va tomber dans le trou noir ne va pas mourir à cause de l'effet gravitationnel du trou noir et du trou noir en lui-même, mais à cause de la fin de l'univers. Parce que le temps qu'il met pour arriver à la singularité est trop important par rapport au temps qu'a la durée de vie de l'univers. Si bien sûr, l'univers a une durée de vie. Parce que ça se trouve il est éternel, ça se trouve il n'est pas éternel, ça c'est compliqué à dire, on ne sait pas. Et c'est aussi l'une des théories du Big Bang, de dire que le Big Bang vient d'une singularité initiale qui a créé tout. Un endroit infiniment petit où il y avait une infinité de matière et ça a créé ensuite le Big Bang et notre univers. Et ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo sur le Big Bang. Et c'est vraiment un truc que j'adore beaucoup, comme le trou noir. Alors déjà, pourquoi on appelle ça un trou noir? C'est tout simplement parce que la lumière ne peut s'en échapper si elle passe l'horizon des événements. En fait, l'horizon des événements, c'est comme un puits où si tu tombes dedans, si tu lâches ta main, tu vas tomber dans le puits. Et rien ne va t'empêcher de tomber dans le puits. C'est exactement ce qui se passe. En fait, quand tu dépasses cette frontière, cette sorte de frontière qui n'est pas une frontière, elle est immatérielle, c'est juste que la lumière ne peut plus s'en échapper. Donc forcément, c'est noir. Il n'y a pas de photons qui arrivent à nos yeux et qui disent « Oh là là, on voit la lumière ». Et si on dépasse cette limite-là,
là, on ne peut pas revenir en arrière. Donc c'est-à-dire qu'on met une main là, forcément la main va être attirée et donc ton corps va être attiré. Donc rien ne peut échapper d'un trou noir, à part le rayonnement de Hawking, qui est en fait la création d'une particule et de son antiparticule, mais juste à l'horizon des événements. Donc ça veut dire que l'antiparticule ou la particule va arriver dans l'horizon des événements et l'autre va partir de l'horizon des événements. Donc ça veut dire qu'en fait ça crée une sorte de radiation et en fait ça perd de l'information et donc le trou noir perd de sa dimension. Et donc par exemple, pour qu'un trou noir normal diminue de 0,0000001% de son diamètre, et ben il faut 1 milliard de milliards 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 d'années. Alors je sais plus si j'ai oublié 1 milliard ou pas, mais c'est assez impressionnant. Ça, j'en parlerai encore dans une vidéo encore plus approfondie sur les trous noirs et sur aussi d'autres phénomènes. Mais voilà, c'est l'endroit où l'espace-temps est tellement étiré que d'un endroit à l'autre, le temps est différent. C'est indéfinissable psychologiquement parce que c'est assez impressionnant de se dire comment une gravité peut être aussi forte et ainsi de suite, mais c'est possible. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment les physiciens ont fait pour trouver le premier trou noir et surtout mesurer sa masse stellaire. Comme je vous ai dit juste avant, si une étoile a plus de 3,3 masses stellaires, elle va s'effondrer en un trou noir. Mais comment savoir si on observe un trou noir ou si on observe une étoile? Parce que c'est invisible. Si la lumière ne peut pas en échapper, comment on peut le voir? Eh bien, on ne peut pas le voir, mais on peut voir ses effets par rapport à sa gravité. Dans l'univers, la majorité des étoiles, c'est des systèmes binaires. Donc ça veut dire qu'on a deux étoiles. Donc elles tournent autour d'elles-mêmes et elles font des rotations. Et elles tournent autour d'elles-mêmes grâce à leur gravité. Des fois, il y a des planètes. Et c'est comme ça que, par exemple, dans certains films comme dans Star Wars, on voit deux étoiles ou des trucs comme ça. C'est parce que c'est des systèmes binaires. Vu que c'est les plus présents dans l'univers, s'il y avait des civilisations, il y a beaucoup de chances qu'elle ait deux étoiles. Donc les physiciens ont cherché des centaines et des centaines et des centaines de systèmes binaires dans notre galaxie. Ils se sont bien dit, à un moment on va trouver un système binaire bizarre. Et il y a un physicien, dans les années 90, qui, avec un nombre incalculable de systèmes vus et surtout des télescopes extrêmement puissants, ont découvert un système assez bizarre. Au fin fond de la galaxie, dans la constellation du Cygne, on voit un système binaire avec une étoile. Donc on se dit, ok, c'est une étoile tout court. Mais elle a des propriétés comme s'il y avait deux étoiles. Comme s'il y avait une deuxième étoile aussi massive, voire plus massive, qui tournait autour d'elle. Comment c'est possible? Et c'est un trou noir. Donc les physiciens ne savaient pas bien sûr que c'était un trou noir, donc ils se sont dit, on va mesurer la masse stellaire de cet objet, et si il est supérieur à 3,3 masses stellaires, c'est un trou noir. Sinon, c'est un mystère de la physique, c'est peut-être la matière noire, l'énergie noire, aucune idée. Donc ils ont fait un truc assez impressionnant, c'est qu'ils ont mesuré déjà la distance de la Terre à ce trou noir ou ce système binaire, et ensuite grâce à la troisième loi de Kepler, ils ont réussi à calculer la masse de cette étoile. Donc tout d'abord, pour calculer la masse en fait de cette étoile, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mesuré deux distances. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde quelque chose avec nos yeux, on voit de la parallaxe. Notre cerveau en fait arrive à métamorphoser ça en de la 3D, mais quand on regarde notre doigt, mais en regardant derrière, on voit que notre doigt a doublé. On voit bien deux doigts. Notre cerveau est fait pour analyser et mettre ça dans une seule image. C'est comme ça qu'on arrive avec nos deux yeux de chaque côté à comprendre de la 3D. C'est pour ça qu'on voit par exemple que cette lampe est en 3D, que cette main est en 3D et que tout est en 3 dimensions. Et si on avait un seul œil, on verrait sûrement tout en 2 dimensions. Donc c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Si on regardait seulement une étoile, on verra en double. Donc ce qu'ils se sont dit, c'est que vu que c'est un système binaire et tout ça, ils se sont dit on va prendre deux images. Mais deux images forcément d'un endroit à un autre. Ils ont pris une image en automne. L'automne, c'est un certain endroit où est placée la Terre par rapport au Soleil. Ensuite, ils ont attendu 6 mois et de l'autre côté, ils ont repris une distance. Et là, bim, ça fait un triangle. Alors ça fait un triangle parce qu'ils ont pris les deux distances plus le diamètre de la Terre dans ces deux temps-là. C'est-à-dire que le diamètre entre l'automne et le printemps par rapport au système solaire, c'est 500 millions de kilomètres. Donc ça veut dire que d'un point à l'autre, la Terre, la base du triangle, fait 500 millions de kilomètres. Ensuite, on avait juste à calculer l'angle en haut et on calculait la hauteur du triangle. La hauteur du triangle, donc la distance, la véritable distance entre la Terre et ce système binaire. Mais le problème, c'est que déjà, il y a des grandes distances dans l'univers. On appelle ça des années-lumière, et donc ça veut dire que c'est la lumière qui met 1 an pour traverser cette distance, qui est immense, ça fait 10 000 milliards de kilomètres, vous imaginez. Là, la distance est sûrement beaucoup plus grande, et la précision qu'on devait avoir, c'est comme si l'angle était de la taille d'un œil de Lincoln, dans un penny américain, qu'on mettait en haut du Golden Gate à San Francisco, et qu'on l'observait, par exemple, de l'Empire State Building à New York. Il y a littéralement 5000
5000 km entre les deux, même plus. Et l'angle est plus petit que la taille de l'œil de la pièce qui est en haut du Golden Gate à 5000 km. Vous imaginez la précision de malade mental. Et les physiciens ont réussi à le faire. Et ils ont trouvé que la distance était d'environ un peu plus de 8000 années-lumière. Et ils ont réussi à savoir que cette chose gravitationnelle qui faisait tourner cette étoile assez bizarrement faisait un peu plus de 8 masses stellaires. Et donc grâce à la limite de Schwarzschild, ils ont compris que c'était un trou noir. Voici comment ils ont trouvé le premier trou noir, Sinus X1. Pourquoi Sinus X1? Juste pour que vous le sachiez, la constellation du cygne est là où il y a le système binaire avec le trou noir et l'étoile, et que 1, c'est parce que c'est le tout premier trou noir qu'on a observé. Alors tout à l'heure, quand je vous ai dit qu'un trou noir était invisible, c'est théoriquement vrai, mais visuellement c'est faux. Quand je vous dis visuellement, ça veut dire qu'en fait, on voit surtout comment la gravité déforme notre espace. Donc, je vous ai déjà montré qu'un trou noir déforme l'espace-temps. Mais c'est comme dans Interstellar, il va créer une sorte d'œil. En fait, cet œil, c'est la lumière qui est déviée par la gravité autour du trou noir. On va voir des formes assez bizarres, ça va tourner, ou alors quand il y a un disque d'accrétion, donc c'est un disque de matière qui tourne autour du trou noir, qui va extrêmement rapidement et qui carrément va se transformer en énergie pure, c'est pour ça que ça envoie des ondes gamma et surtout que c'est visible comme dans Interstellar. Et c'est grâce à ce disque d'accrétion qu'on voit souvent les plus beaux yeux, parce que ces yeux-là, la gravité, on a l'impression qu'il y a un truc qui est autour du trou noir, alors qu'en fait pas du tout, c'est seulement l'effet visuel qu'on a par rapport à la gravité. Mais il y a un deuxième truc qu'il faut savoir, c'est l'effet Doppler. L'effet Doppler, c'est très simple. Vous prenez un objet qui émet de la lumière, par exemple une lumière bleue. Si vous l'envoyez très loin et qu'il s'éloigne très vite de nous, la longueur d'onde qui va arriver vers nous va s'allonger par rapport à ce qu'il était quand il ne bougeait pas. Donc ça veut dire qu'il va se décaler vers le rouge. Il sera peut-être vert, il sera peut-être carrément jaune ou rouge s'il se déplace extrêmement vite. Et donc ça veut dire qu'on va voir différemment la couleur qu'on reçoit. Et c'est exactement la même chose pour les ondes sonores. Si l'objet envoie un bruit à la place d'une lumière, et on va entendre ce son beaucoup plus grave. Et on peut faire aussi le contraire. Si un objet arrive très vite vers nous, la longueur d'onde que va émettre cet objet va raccourcir. Et donc dans le spectre du visible, ça va plutôt tourner vers les bleus. Donc une balle rouge qui viendrait vers nous tiendrait plus vers les bleus, tous les verts, aussi va vraiment très vite les bleus, voire carrément les ultraviolets. Mais là, c'est vraiment un autre stade, mais on va rester dans le visible. Et bien sûr, c'est la même chose avec les ondes sonores. Si ça se rapproche, la fréquence du son va augmenter et donc ça va devenir de plus en plus aigu. Ce qu'il faut savoir aussi pour comprendre pourquoi je parle de l'effet Doppler, c'est qu'un trou noir tourne. Et si un trou noir tourne, ça veut dire que la lumière va être aspirée par la gravité du trou noir, enfin expirée par la gravité du trou noir. Donc ça veut dire qu'avec le spin, donc ça veut dire la rotation du trou noir, il y aura un côté où la lumière va partir, donc ça veut dire que la longueur d'onde va s'allonger, et donc on va voir une lumière rouge qui va venir vers nous, et d'un autre côté, on va voir une lumière bleue parce qu'elle va être expirée, et donc ça veut dire qu'elle va venir très vite vers nous. Alors bien sûr, là je parle des couleurs des étoiles qui vont être au fond, parce qu'on ne va pas voir forcément ça comme si c'était rouge et bleu, mais avec l'effet gravitationnel et la vitesse de rotation du trou noir, la lumière qui devrait nous atteindre, d'un côté serait rouge, et d'autre côté serait bleu. Donc on devrait théoriquement voir un trou noir rouge et bleu. Voici la véritable vue qu'on aurait visuellement d'un trou noir. Alors bien sûr c'est factice, c'est par rapport à la théorie, c'est peut-être pas forcément vrai, ou c'est peut-être pas du tout les propriétés qu'on trouverait à côté d'un trou noir, parce qu'il y a tellement de propriétés inconnues que voilà, on ne sait pas trop. Mais ça devrait être l'une des singularités de la rotation de ce trou noir. Et enfin, je vais vous expliquer les effets qu'ont les trous noirs dans notre univers. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les trous noirs peuvent être tout seuls ou à deux, comme un système binaire, tourner autour d'eux-mêmes. Sauf qu'à un moment, ils sont tellement gravitationnels qu'ils vont se rentrer dedans. Sauf que c'est pas une petite collision de deux planètes ou n'importe quoi. C'est deux trous noirs, deux choses extrêmement massives en un point de l'univers. Ce qui veut dire, et c'est vraiment impressionnant, quand ils vont s'effondrer sur eux-mêmes, les deux trous noirs, déjà l'énergie elle est titanesque, c'est 50 fois l'énergie produite en un an de toutes les étoiles de l'univers. Imaginez l'énergie de toutes les étoiles de l'univers, 50 fois dans une seule collision de deux trous noirs. Et ça, c'est ce qu'on a calculé pour la première fois sur Terre grâce aux ondes gravitationnelles. Alors ça, je vous ferai une vidéo exprès pour ça, mais en fait, les ondes dans l'univers, j'ai déjà fait une vidéo dessus, il y a les ondes électromagnétiques et les ondes visibles, mécaniques. Mais il y a une troisième sorte d'ondes qu'on appelle les ondes gravitationnelles. Et en fait, c'est carrément l'espace-temps qui se contracte et qui se décontracte en une sorte de vague. Donc ça veut dire qu'en ce moment, on peut être balayé par des ondes gravitationnelles, et donc ça veut dire que, par exemple, par rapport à la caméra, je pourrais me rapprocher, m'éloigner sans que je le sache. Et donc c'est assez impressionnant. Et les physiciens ont utilisé une expérience avec des lasers et un miroir qu'on appelle LIGO. Et ça sera dans la prochaine vidéo des Chronicum sur les ondes gravitationnelles. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a expliqué comment était un trou noir, comment on a fait pour calculer la distance et la masse de cet
objet céleste, qui est quand même extrêmement massique, et quels sont les effets des trous noirs dans l'univers. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a plu. Je vous dis à plus, à la prochaine, et merci d'avoir regardé.